Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Nîmes, 1952, 27 octobre, 18h30. Les consommateurs jouent aux cartes au café de la Comédie attenant au théâtre. Un agent de police cycliste faisant une ronde aperçoit une lueur. Se rend compte que le feu s'est déclaré au théâtre et se précipite au syndicat d'initiative pour prévenir police secours. Quelques minutes plus tard, la foule silencieuse qui se masse, contenue par le service d'ordre, voit avec horreur des flammes jaillir du toit au-dessus de la scène du théâtre et monter à plus de 50 mètres de hauteur dans le ciel constellé d'escarbilles incandescentes. Le théâtre, intérieurement revêtu de bois, est désormais condamné, et la foule recueillie dans une immobilité poignante peut voir les artistes rameutés pleurer, tout en faisant la chaîne pour éloigner les costumes qu'un courageux pompier lance d'une fenêtre. Les pierres de la corniche commencent à tomber morceau par morceau. Le grand théâtre meurt, après une vie de 2 siècles, devant la ville entière, consciente que c'est une partie de son âme qui s'échappe en flamèche. Alors la police ouvre un dossier que Jacques-Antoine a choisi de faire figurer parmi les dossiers extraordinaires de la police. Le 28 octobre, tandis que ce qui reste du théâtre de Nîmes, incendié la veille, reçoit, sous l'insolite éclat d'un soleil indifférent, l'hommage ininterrompu d'une foule consternée, l'inspecteur Bénet de la police judiciaire commence une enquête de routine. Le théâtre a flambé, certes, mais pourquoi? Il s'agit sans doute d'un accident stupide, mais lequel? Les artistes et les membres du personnel se sont rassemblés par force d'habitude devant l'entrée des artistes, devant ces ruines fumantes, où s'activent toujours les pompiers. C'est ainsi que l'inspecteur Bénet a connaissance des premiers témoignages qui font ressortir la soudaineté du sinistre. Maître Fichenet, chef d'orchestre, raconte. Nous étions dans nos appartements, ma femme et moi, en train de répéter. Soudain, nous avons entendu un crépitement insolite. « C'est la pluie ou la grêle ?» a demandé ma femme. Il me semblait que ce bruit inquiétant provenait de l'intérieur du théâtre. Par acquis de conscience, je me précipite au foyer de la danse. Et là, je comprends qu'il se passe quelque chose d'anormal dans la salle même. J'ouvre donc la lourde porte métallique qui sépare le foyer de la scène. Ouh! Une bouffée de chaleur me saute au visage. En même temps, j'aperçois une lueur fulgurante du côté des cintres, côté jardin. Déjà, le plafond de la scène n'est plus qu'un brasier. Et le chef d'orchestre conclut « Je n'ai que le temps de fermer précipitamment la porte et de donner l'alarme. » Derrière la façade étrangement préservée, il ne reste qu'un amoncellement de poutrelles tordues, de murs croulants, de planchers calcinés, où règne une fièvre intense. La police recueille les témoignages. Au magasin des accessoires, un sous-lieutenant de pompiers et 2 sapeurs sont en train de diriger leur lance sur des amas de poutres encore fumantes lorsque le sol s'effondre. Les 3 hommes font une chute d'une dizaine de mètres. Comme 6 autres sapeurs ont déjà été hospitalisés, le capitaine des pompiers déclare « Certes, ce n'est pas cela qui remontera notre théâtre, mais s'il y a un responsable, j'aimerais bien qu'il soit connu. » L'incendie a gravement perturbé le circuit électrique du quartier et les employés de l'EDF essaient d'y remédier, en même temps qu'ils essaient de vérifier l'hypothèse émise par la presse selon laquelle un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Mais M. Dauby, chef électricien du théâtre qui loge sur place, n'est pas d'accord. Voici la version des faits qu'il donne à l'inspecteur Bénet. Il s'entretenait avec un machiniste lorsqu'il entendit une déflagration. Il arriva sur scène pour constater que la frise supérieure de la scène était en feu sur toute sa longueur. Une déflagration? Vous voulez dire une explosion, mais comment l'expliquez-vous? L'explosion qui m'a alerté? C'était sans doute l'éclatement de la verrière supérieure. C'est normal, affirme M. Dauby. Le vitrage est en effet conçu de façon à se briser dès que la température intérieure devient excessive. La fumée de l'incendie est évacuée ainsi, de manière à ne pas asphyxier les spectateurs si le sinistre éclate en pleine représentation. Mais aussitôt, les flammes aspirées par l'appel d'air qui s'est produit ont grandi, et ce fut le commencement de la catastrophe. Quant aux causes de l'incendie, le chef électricien est formel. Il ne peut pas s'agir d'un court-circuit, et depuis la fin de la représentation des pêcheurs de perles, c'est-à-dire
depuis 1 heure du matin. Le courant avait été coupé partout, sauf dans la loge du concierge, le bureau de la direction, mon propre appartement, qui justement ait été préservé. M. Doby ajoute, il aurait mieux valu d'ailleurs que le feu se déclare pendant que la scène était occupée. On s'en serait aperçu tout de suite, tandis que là, je suis intervenu trop tard. Il m'a été impossible de manœuvrer la manche d'incendie intérieure, tant la température était devenue insupportable. Selon le concierge du théâtre, le feu a bien appris, ironie du sort, à cette partie des scènes qu'on appelle le grill. Il a voulu se précipiter pour ouvrir les vannes du grand secours, mais les flammes l'empêchèrent de l'atteindre. Comme tout était éteint dans le théâtre depuis la veille au soir, et que le lundi est jour de congé pour tout le personnel, il est impensable qu'un court-circuit soit à l'origine de l'incendie. Et si ce n'est pas un court-circuit, qu'est-ce que c'est? C'est alors que la police reçoit une première lettre anonyme. Cherchez, dit cette lettre, si l'incendie ne serait pas la vengeance d'un artiste. C'est tout. Malgré sa répugnance, la police tient toujours compte des lettres anonymes. Aussi l'inspecteur rend-il visite à M. Francis Lenzi. M. Lenzi, né à Alger, âgé de 58 ans, après une respectable carrière de ténor, a été nommé directeur de l'Opéra en 1949. M. Lenzi est encore mal remis de ses émotions. Il vient de vivre une nuit de cauchemar. Croyez-vous qu'un artiste de votre troupe pourrait avoir volontairement causé l'incendie, demande l'inspecteur Bénet. C'est impensable, répond M. Lenzi, après avoir hésité quelques secondes. Le commissaire insiste. Avez-vous congédié quelqu'un récemment? Oui, un jeune choriste. Mais ça ne peut pas être lui. Pourriez-vous tout de même en parler en détail? Alors, M. Lenzi raconte que quelques semaines auparavant, il est allé à Paris pour engager des choristes. Il a notamment ramené Joës Faès, le fils adoptif d'une certaine Eva Clossé, qui est d'ailleurs venu avec lui à Nîmes. Tout de suite, M. Finet, metteur en scène, et M. Fichenet, chef d'orchestre, se sont acharnés contre le garçon. Ils le trouvent minable. Il est vrai que M. Lenzi lui a fait passer 2 auditions et qu'elle n'était pas brillante. M. Aimé, le directeur financier, voulait donc qu'on le renvoie. Mais M. Lenzi, lui-même ancien ténor, et qui connaît bien la misère de son monde, a expliqué qu'il était venu de Belgique avec sa mère et qu'il faudrait peut-être attendre la saison prochaine pour décider d'un renvoi, quitte à effectuer une coupure dans son salaire. Mais messieurs Aimé et Finet ne veulent rien savoir. M. Lenzi a donc annoncé le renvoi de son fils à Eva Clossé, accablée. Et il lui a promis de l'engager, elle, à la saison prochaine, s'il le peut. C'était le lundi, jour de relâche, 18h, lorsque le comptable vient faire sa comptabilité. M. Lenzi lui a donné le peu d'argent qui revenait à son fils, avec une gratification. Eva Clossé a voulu ramasser les affaires de son fils dans sa loge, car le train pour Paris part à 21h30 le soir même. M. Lenzi a appelé Louis, le garçon de course, pour qu'il accompagne Mme Clossé aux loges. Il les a vus descendre tous deux. Depuis, aucune nouvelle. Une enquête rapide auprès des autres artistes permet à l'inspecteur Bénet de se faire rapidement une opinion sur le jeune Joës Faès. Joës, petit blondinet de 20 ans, élevé dans les jupons de sa mère adoptive, en dehors des leçons de chant qu'elle lui donne, s'amuse à découper des soldats en papier qu'il colle sur du carton. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Joës n'est pas particulièrement doué. Son ambition est d'être un ténor comme Luis Mariano. Son air favori, c'est la Belle de Cadix, qu'il massacre d'ailleurs sans vergogne et sans se soucier des voisins. L'inspecteur décide néanmoins de se rendre à l'hôtel où le jeune homme résidait avant son départ. Il est très surpris de le trouver là. Ce n'est pas un jeune homme, mais tout au plus un garçonnet filiforme, sans consistance. Et le commissaire songe à abandonner cette piste. En effet, s'il était l'incendiaire, il est probable qu'il aurait pris le train dès son acte criminel accompli. Le garçon confirme à peu près le témoignage de M. Lenzi, mais nie formellement avoir mis le feu au théâtre et paraît sincère. « Mais pourquoi n'êtes-vous pas parti à 21h30 ?»« Ma mère a remis notre départ. » Le commissaire n'insiste pas, la mère, Eva Clossé, n'étant pas là, il pense revenir la voir un peu plus tard. Mais, de retour à la police judiciaire, boulevard Jean Jaurès, 2 événements importants vont coup sur coup déclencher l'arrestation d'un coupable inattendu. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc, je vous l'ai dit, chers amis, 2 événements importants vont coup sur coup déclencher l'arrestation du coupable, car il y a un coupable. Le premier événement, c'est une lettre anonyme parmi tant d'autres lettres, toutes plus farfelues les unes que les autres, qui déclare sans détail superflu: l'incendiaire du théâtre, c'est
Eva Clossé. La lettre adressée à l'inspecteur est là depuis le matin même, mais l'inspecteur hésite. Eva Clossé ne peut être coupable puisque M. Lenzi l'a vu quitter le théâtre en compagnie du garçon de course Louis. Il décide donc de convoquer ce dernier pour l'interroger. Maintenant, imaginez la scène, chers amis, car tout va se jouer en quelques minutes. Il y a là, autour l'inspecteur Bénet, assis derrière son bureau, le capitaine des pompiers, debout près de sa fenêtre, le représentant des compagnies d'assurance, vêtu de noir, malgré la chaleur, et enfin un policier belge qui vient d'arriver et qui transpire à grosses gouttes. En effet, l'inspecteur a demandé des renseignements sur plusieurs artistes. Or, Joël Faes et Eva Clossé sont belges. La police belge, ayant eu à s'occuper d'eux, plutôt qu'un froid et probablement incomplet rapport, a préféré envoyer ce policier. Tous écoutent ce dernier. Va-t-il leur apporter la lumière? L'amour du théâtre lyrique est vivace à Liège, explique le brave policier, et quiconque a un peu de voix ne rêve que d'entrer un jour à l'Opéra de Paris ou à la Monnaie de Bruxelles. C'est le cas en 1906 pour une jeune fille, la petite Eva Clossé, qui vocalise à longueur de journée. Mais elle est fort peu douée physiquement et vocalement. Elle obtient pourtant au Théâtre Royal de Liège en 1930 un petit bout de rôle. Tout émue, elle foule pour la première fois les planches. C'est le plus beau jour de sa vie. Elle se fait photographier en Mireille, assise sur un tronc d'arbre, commande des cartes de visite portant simplement Eva Clossé, artiste lyrique, et devient la femme d'Henri Faes, jeune premier comique, au Théâtre Royal de Liège. C'est à cette époque qu'une sœur d'Eva, alors célibataire, a l'imprudence d'avoir un enfant. Le bébé est d'abord élevé par la grand-mère, puis, pour permettre un riche mariage à la mère de l'enfant et faire plaisir à sa femme, Henri Faes adopte le gamin qui portera désormais le nom de Henri Joès Faes. En 1934 et 1935, Eva Clossé atteint le sommet de sa carrière en jouant des rôles de duègne en second. C'est ensuite, insensiblement par petites étapes, l'écroulement d'un beau rêve. Pour vivre, les cachets du Théâtre Royal devenant insuffisants, Eva Clossé et son mari font de la baraque, c'est-à-dire du théâtre ambulant. Là, au moins, Eva a la possibilité de jouer des rôles dépassant ses moyens. Un grand malheur doit compromettre définitivement sa faible réussite. Elle devient asthmatique, ce qui est une catastrophe pour une chanteuse. Son unique joie, c'est son petit Joès qu'elle gâte plus qu'une mère. Le bambin, plutôt malingre, grandit dans cette ambiance de comédien perpétuellement en tournée. En 1942, Henri Faes et Eva Clossé divorcent pour incompatibilité d'humeur et elle reste seule avec son Joès, espérant que plus tard, il sera un grand artiste. À ce point du récit du policier belge, l'inspecteur Bénet et le capitaine des pompiers deviennent très attentifs. Comme le portrait de la femme qui se dessine devant eux est très compatible avec celui de l'incendiaire par dépit ou par vengeance, l'inspecteur envoie immédiatement 2 policiers chercher Eva Clossé à son hôtel. Mais le représentant des compagnies d'assurance, pour qui la culpabilité d'Eva Clossé mettrait fin à tout espoir de recours, rappelle qu'elle ne peut pas être l'incendiaire puisqu'elle a quitté le théâtre en compagnie d'un garçon de course. Le policier belge demande l'autorisation de tomber la veste. S'épongeant le front avec son mouchoir, compulsant ses notes, il poursuit son rapport. Devant la détresse croissante d'Eva Clossé et son amour du métier, la direction du Théâtre Royal l'engage comme souffleuse. Elle retrouve ainsi l'ambiance des coulisses et de la scène. Hélas, blottie dans le trou du souffleur, les poussières lui brûlent la gorge, lui provoquant des crises d'asthme intolérables. Désespérée après 2 représentations seulement, elle rentre dans son modeste logement pour se consacrer uniquement à l'avenir de Joès. En attendant la gloire qui doit couronner plus tard le talent de son fils adoptif, elle se fait embaucher comme manœuvre à la Fabrique nationale d'armes de Liège, où elle fait également entrer Joès. Tous deux, après un court stage, doivent quitter la Fabrique nationale. Eva pour son asthme, Joès pour incapacité notoire. Les allocations de chômage et de maladie sont désormais leur seule ressource. Toute la journée, Eva, entre 2 quintes de toux, apprend à chanter à Joès et de temps en temps fait de la baraque avec une tournée de province. Au mois de septembre 1952, elle joue encore dans La Porteuse de pain. Seulement, comme elle est inscrite au chômage, cela se sait et elle se voit réclamer comme indûment touchée la somme de 7 500 francs belges, ce qui motive une enquête de la police belge. C'est le coup final. Il faut trouver d'urgence quelque chose, quitter Liège. Elle emprunte 2 000 francs belges à sa sœur, la mère de Joès, et part pour Paris. Voilà. Voilà le rapport de la police belge. Il s'arrête là. Tous les hommes se regardent. Eva Clossé n'est-elle pas une incendiaire possible? Oui, mais on l'a vu quitter le théâtre avec un garçon de course, rappelle le représentant des compagnies d'assurance. Alors on décide d'entendre le garçon de course qui vient d'arriver. Mais pas du tout, dit celui-ci.
J'ai accompagné Mme Clossé jusqu'à sa loge, mais pendant qu'elle ramassait les affaires de son fils, on m'a appelé pour aller chercher le courrier. Quand je suis revenu, Mme Clossé n'était plus là. J'ai cru qu'elle avait quitté le théâtre. À ce moment, le téléphone sonne sur le bureau de l'inspecteur. Ce sont les policiers qui appellent de l'hôtel où ils sont venus chercher Eva Clossé pour signaler que celle-ci s'est absentée. Le gosse est-il là? Oui? Alors ramenez-le. Mais l'inspecteur a tout juste le temps de raccrocher qu'on lui annonce qu'une femme vient de se présenter et qui demande à le voir. Qui est-ce? Eva Clossé. Faites entrer. Pâle, les mains légèrement tremblantes, mais affichant un calme hautain, Eva Clossé jette un regard sur les hommes autour d'elle, puis, avant même qu'ils aient le temps de se retirer, elle déclare « C'est moi qui ai mis le feu au théâtre. » Et la malheureuse raconte comment elle est arrivée avec son fils adoptif à Nîmes, toute pleine d'un dernier espoir. Comment, le soir de la première de La Juive, perdue parmi les spectateurs du poulailler, elle essayait de distinguer son protégé dans l'essaim des acteurs gesticulants minuscules, en bas sur la scène. Joësse ignorait sa présence. Ce fut la seule soirée d'Eva au théâtre. Le dimanche soir, après la 3e représentation, Joësse rentre la tête basse. On voulait le licencier pour insuffisance. « C'est à ce moment-là que vous avez conçu votre projet criminel ?» demande l'inspecteur Bénet. « Non. Mais j'ai vivement protesté auprès de M. Lenzi. J'ai fait remarquer qu'il était abusif de nous faire venir de Belgique, mon beau-fils et moi, pour nous laisser sans travail. Le directeur m'a finalement fait savoir qu'une répétition aurait lieu le lendemain à 11h, que mon beau-fils et 3 autres choristes également congédiés auraient une chance de se repêcher. L'audition eut-elle lieu? La voix d'Eva Clossé prend un accent mi-dramatique, mi-vindicatif. Oui, si on peut appeler ça une audition. Les 3 autres choristes ont été retenus. Quant à mon fils, M. Lenzi lui a dit seulement qu'il me recevrait dans son bureau vers 18h. Avez-vous répondu à cette convocation? Oui, elle a répondu. Mais elle ne se faisait pas d'illusions. Et elle ne savait même pas comment payer l'hôtel. Comme c'était l'écroulement de 10 ans d'espoir, la fin de toutes ses ambitions, désespérée, elle a été boire dans un café. J'ai dû boire un peu trop, dit-elle. Je pleurais, je racontais ce qui nous était arrivé. Autour de moi, les gens me disaient qu'il ne fallait pas que je me laisse faire. Alors, je ne sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête. Je suis repassé à l'hôtel, j'ai mis dans ma valise une bouteille d'alcool et des vieux chiffons. Je suis allé au théâtre vers 18h pour m'entendre dire que mon fils ne pouvait pas figurer dans la chorale du théâtre et qu'il me restait à passer la caisse pour toucher les 8 jours de salaire qui nous étaient dus. J'ai demandé que l'on me permette de prendre ma valise car je désirais m'en aller immédiatement. Le garçon de course du théâtre m'accompagna jusqu'à la loge. Comme je descendais l'escalier des artistes, le garçon de course fut appelé par un autre membre du personnel. Il s'excusa, prit congé. Je m'emparai alors de ma valise, et après avoir traversé l'escalier des danseuses, j'entrai sur la scène. Je sortis de ma valise la bouteille d'alcool à brûler, j'en projetai le contenu sur les décors côté jardin, et y mis aussitôt le feu. Une grande flamme s'éleva, montant jusqu'au cintre. La progression du feu fut-elle rapide? Très. Je n'eus que le temps de m'enfuir précipitamment. À 100 mètres du théâtre, j'entendis des gens crier « Au feu !» En me retournant, je vis effectivement des flammes et d'énormes volutes de fumée. Qu'avez-vous fait de la bouteille vide? Je l'avais emportée dans ma valise. Mais j'ai été prise de panique. Je l'ai jetée sur le sol, où elle s'est fracassée. Les débris de la bouteille seront effectivement retrouvés au lieu indiqué par l'incendiaire. Eva Clossé rentre alors dans son hôtel, où elle voit les petites danseuses engagées au théâtre qui pleurent parce qu'elles ne vont plus avoir du travail. Elle ne prend pas le train, passe une nuit sans dormir, et attend 8h du matin l'ouverture de l'église Saint-Paul pour se confesser. Le prêtre lui conseille de tout avouer, mais elle n'en a pas le courage. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Aussi, rentrée chez elle, elle écrit à la police la première lettre anonyme, celle qui indique seulement le mobile du crime. Le lendemain, dans une seconde lettre, elle révèle au commissaire le nom de la criminelle, et comme les policiers tardent à venir, elle décide de se constituer prisonnière, croisant sans le savoir les 2 inspecteurs qui viennent l'arrêter et qui ne ramèneront que Joësse. Vouliez-vous mettre le feu au théâtre? Non. Non, je voulais faire peur. Jamais je n'aurais imaginé que l'incendie prenne de telles proportions. Quelques instants plus tard, elle est inculpée,
d'incendie volontaire dans un lieu habité, c'est la cour d'assises. Elle risque la peine de mort. En sortant pour aller à la prison, elle rencontre son fils adoptif dans les couloirs de la PJ. Elle lui dit « C'est pour ton honneur, mon chéri, que j'ai fait cela. » Joël, à qui le destin décidément n'accorde que des rôles lamentables, se retourne. « Tais-toi, lui dit-il. T'as brisé ma carrière. » Quand il apprend la nouvelle, son ex-mari, Henri Faès, qui fait de la baraque près de Bruxelles et qui n'a pas revu depuis 10 ans son fils adoptif, Joël, ne veut pas qu'on lui rappelle son passé. C'est une drôle d'idée d'aller mettre le feu à un théâtre. Je n'admets pas ça. Pendant ce temps, Eva Clossé, qui fait de la prison préventive, se fait aimer de tous grâce à son humilité. Le dimanche, le prêtre, qui l'a confessé à Saint-Paul, l'a fait chanter à la messe. Elle n'a pas un sou, même pas une cigarette. Personne ne vient la voir, personne ne s'occupe d'elle, même pas son fils adoptif. Quand vient le procès, le 10 juillet 1953, comme Eva Clossé n'a pas d'avocat, c'est un ami de M. Lenzi qui se proposera gratuitement. Pendant le procès, l'avocat, pour défendre Eva Clossé, prétendra qu'elle fut autrefois la maîtresse de Francis Lenzi. Celui-ci, très sincèrement peiné de la situation de la malheureuse, ne protestera pas. Mais messieurs Aimé, Finet et Fichenet lui en voudront à mort de ne pas charger davantage Eva Clossé et de se déclarer convaincus qu'elle n'avait pas l'intention d'incendier réellement le théâtre. Eva Clossé est condamnée à 7 ans de prison. Toutefois, sa conduite est telle qu'elle sera relâchée plus tôt. Ridiculisé par ce procès, en proie à la haine, sa carrière brisée, Francis Lenzi, le directeur du théâtre, devra quitter Nîmes pour entrer comme employé de bureau aux établissements Dienner, 125 boulevard Haussmann. Et Joël? Oui, Joël, au fait, qu'est-il devenu? Pouf. Au moment du procès, il était manutentionnaire à Nîmes. Mais mérite-t-il vraiment que nous cherchions à en savoir plus? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. L'Empathie 2, un polar d'Antoine Renan. La traque est lancée. Serflex, violeur en série, a ressurgi de l'ombre. Son mode opératoire, prévenir ses futures victimes par des lettres angoissantes. Imprévisible, il peut frapper à tout moment. Dans 1 mois, 1 an, 10 ans? La menace plane, personne n'est à l'abri. Les enquêteurs doivent agir avant que la folie ne l'emporte. L'Empathie 2, d'Antoine Renan est disponible aux éditions Pocket. On de la raconte. Christophe Ondelatte. En mai 2016, en Haute-Savoie, Cédric Mailleux ne supporte pas que sa femme ait demandé le divorce. Alors pour la punir, il noie leur petite fille de 3 ans, Léa, dans son bain. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Cédric Mailleux. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. En mai 2016, Cédric Mailleux et sa femme Blandine vivent un divorce houleux. Cédric harcèle sa femme via des SMS menaçants. Il lui dit qu'elle ne gagnera pas, et il la menace. Jamais elle ne pourra l'empêcher de voir sa fille de 3 ans, Léa. Le 23 mai 2016, la mère alerte la police. Cédric n'a pas ramené Léa, qu'il gardait pour le week-end.
3 heures plus tard, les policiers se présentent chez elle. La mère de famille leur saute dessus. « Vous avez ma fille? Vous avez Léa ?»« Madame, asseyez-vous. Nous avons une nouvelle dramatique. Votre petite fille est morte, madame. C'est votre mari qui l'a tuée. Il est en fuite. » 11 jours plus tard, le village de Margencel en Haute-Savoie enterre Léa, 3 ans. Je suis dans une telle émotion ce jour-là que je regarde pas trop autour de moi. Je suis dans l'église, je me suis mis très en retrait, j'étais tout au fond à l'arrière parce que j'avais du mal à trouver ma place. Maître Luc Interman, avocat de Blandine Guillou. J'avais déjà du mal à être là. C'est la mort d'une enfant que j'ai vue dans mon bureau quelques semaines avant. C'est pas une abstraction, Léa, pour moi. C'est une petite fille qui était là avec ses petites bottes dans mon bureau. Et voilà. Et moi, ce dont je me souviens, c'est le cercueil de Léa. Le cercueil d'une petite fille, petit cercueil blanc. Il y a tout le village qui est là. Des gendarmes en civil partout. Moi, je les connais, les gendarmes du coin. Je les croise suffisamment en garde à vue. Donc ils sont tous planqués un peu partout dans la foule à l'extérieur. Il y a un hélicoptère de gendarmerie, puisqu'à ce moment on se dit peut-être que Mahieu va se pointer. Il y avait des gendarmes prêts à tout boucler si jamais on le voyait. Enfin, il y avait un gros dispositif de gendarmerie. Ça reste quand même un fait divers marquant pour Tonneau-les-Bains et les environs. Donc c'est très particulier, l'enterrement d'une petite fille comme ça, déjà c'est psychologiquement c'est pas simple. Quand on est au cœur de l'histoire, c'est encore moins simple. Et quand il y a en plus cette tension-là d'une maman qui peut même pas faire son deuil de façon apaisée parce qu'il y a un gendarme avec elle, parce qu'il y a tout ce dispositif autour, c'est quand même quelque chose de hors norme. Cédric Mahieu, cet homme en cavale depuis 6 mois après avoir tué sa fille de 3 ans, vient d'être arrêté. Il se cachait dans le sud de la France, à la Ciotat, une région qu'il connaissait bien puisqu'il y avait passé des vacances en famille. Cédric Mahieu travaillait dans un restaurant sous l'identité de son cousin. Il n'a opposé aucune résistance lors de son interpellation. Mahieu, parloir, c'est en banneux. C'est à la maison d'arrêt d'Éton. Jean-François Julien, avocat de Cédric Mahieu. Où on s'attend à voir quelqu'un, j'allais dire un psychopathe entre guillemets, et où non, on rencontre un gars assez gentil. C'est quelqu'un qui est frêle, le regard un peu dans le vide, pas très grand. Il est plus marqué par les mois de cavale que par la prison. C'est pas un détenu comme un autre. Vous êtes un avocat, peu importe, vous avez des gens, vous êtes un peu la seule personne qui vient les voir. Cédric, c'était ça, on était un peu les seules personnes qui allions les voir en détention. C'est pas un détenu qui va chercher à nous entourlouper, à nous raconter des histoires. Il va expliquer d'ailleurs que, parce qu'il travaillait en face du poste de police de gendarmerie quand il a été interpellé, en fait il dit non mais j'avais pas le courage d'aller me rendre, et j'attendais qu'on vienne me chercher. Il se cachait plus en fait, il attendait en fait qu'on vienne le cueillir. Monsieur Mahieu, je sais que c'est difficile, mais il faut bien qu'on aborde ce sujet. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? J'avais la rage contre Blandine. Je venais de recevoir une lettre d'huissier qui disait que j'aurais plus la résidence alternée. Ça veut dire que je la verrai plus, Léa. C'était pas possible. Léa, c'est ma raison de vivre. Et là, je me suis dit, si j'ai plus Léa, eh ben Blandine, elle l'aura pas non plus. Comment est-ce que vous avez tué Léa? Léa jouait dans son bar avec son masque. Je lui ai maintenu la tête sous l'eau. Et voilà. Je me revois encore cette image de ses cheveux qui flottent dans l'eau. Après, je l'ai habillée avec son pyjama. Je l'ai mise dans un fauteuil avec un dessin animé. Je l'ai embrassée. Je pensais pas qu'elle était morte. Après, il dit, moi, je savais pas quoi faire, je suis parti, j'ai fui, sans vouloir fuir, mais pour moi, elle était pas morte, elle dormait. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a rien, c'est de l'émotion froide, tout le temps. Mais on sent la peine,
Mais c'est pas quelqu'un qui va s'effondrer devant nous. Non, non. Il est d'humeur égale. Il dit, j'aimerais bien travailler. Pour l'instant, j'ai pas de travail, mais j'aimerais bien travailler en détention parce que je veux aider la maman de ma fille. C'est assez particulier, puisque c'est pour se venger d'elle quelque part qu'il va tuer la petite. Mais voilà, il est dans cette optique-là. C'est assez lunaire, en fait, quand on met en parallèle ce qui va un petit peu dire, d'ailleurs, tout au long de cette affaire, et ce qu'on sait qu'il a commis, il y a du paradoxe. C'est une personnage avec qui on a du mal à parler, assez avare de ses mots, parfaitement conscient de ce qu'il affirme avoir commis, et qui ne cherche absolument pas finalement à se défendre. Tout le mal est en lui, et il va pas vouloir le partager. Tout ce qu'on arrive à comprendre, c'est qu'il adorait sa fille, aussi paradoxal que cela puisse paraître, qu'il était toujours très amoureux de la maman de sa fille, mais le reste, j'ai plus appris par le dossier que par sa bouche. Code B12, expertise psychologique de Valérie Fournier. En 2004, Cédric Mailleux rencontre Blandine Guillou, 17 ans, lycéenne et collègue de travail saisonnière, de 8 ans sa cadette. Un an plus tard, Blandine stoppe sa scolarité et elle s'installe en couple avec lui. Leur relation se complique en raison de la conduite alcoolique de Monsieur Mailleux. Comble du bonheur, ils ont cette petite fille qui arrive. Jean-François Julien, avocat de Cédric Mailleux. Et là, c'est reparti, il va refaire une crise, il va réessayer de se sevrer, ça marche pas bien, etc. Et le couple va partir à volo au fur et à mesure, jusqu'à 1 an avant le décès, où là, Blandine lui dit, ça suffit maintenant, on va se séparer. Mais la séparation, pour moi, elle n'est pas due à un manque d'amour, elle est due au fait qu'elle n'en pouvait plus de vivre avec lui. Où c'était la fête constamment, il partait, il se droguait, il buvait, il rentrait n'importe quand, n'importe comment. C'est simplement, c'est un problème de descente aux enfers des addictions. C'est un type, il a plongé avec toutes les addictions possibles et inimaginables. Il parle de la dépression, il parle d'anxiolytique, il parle du jeu, il parle de drogue, de toutes les drogues, de l'alcool. Enfin, c'était abominable. Comment voulez-vous qu'une maman puisse vivre avec sa fille avec? C'est pas possible, c'est pas possible. Blandine Guillou déclenche la procédure de divorce. Et face au juge des affaires familiales, elle demande une garde alternée. Son avocat tombe des nues. Elle lui avait toujours dit que Cédric Mailleux était dangereux pour leur fille, qu'elle craignait son alcoolisme et ses addictions, et qu'elle demanderait la garde exclusive. On ressort de la salle d'audience, et là, alors avec le caractère qui est le mien, que je suis quelqu'un de modéré, entre guillemets, j'engueule Madame Guillou. Maître Luc Interman, avocat de Blandine Guillou. En disant, écoutez Madame, vous pouvez décider ce que vous voulez, ça m'est égal, mais il faut me tenir au courant avant. Moi, j'arrive devant le juge en disant quelque chose, et en fait, vous avez dit le contraire au juge. Donc pour moi, c'est pas terrible d'un point de vue procédural et professionnel. Et elle me dit, mais je m'excuse, monsieur Interman, mais en réalité, j'ai fait ça parce que juste avant qu'on entre dans le bureau du juge, dans l'escalier qui monte, puisque la salle d'audience est au premier étage, il m'a attrapé et il m'a menacé de s'en prendre à moi et à vous. Et j'ai eu peur pour vous et pour moi, c'est pour ça que j'ai accepté. Moi, je dis, mais pourquoi vous me l'avez pas dit? Je dis, il y a des agents de sécurité dans le tribunal, moi je suis là, voilà, il aurait fallu nous le dire. Elle me dit, mais je savais pas comment faire, j'ai pas su. Donc c'est une audience qui est très particulière a posteriori. Encore une fois, l'audience est terminée. Moi, je vais demander à l'agent de sécurité si on a des caméras, quelque chose dans ce couloir. Il me dit non, il n'y a rien. Donc j'ai aucune preuve de quoi que ce soit. Donc j'en suis réduit à dire à Madame Guillou, on est fichu maintenant. Le juge, il a ordonné cette résidence alternée. On pourra ressaisir le juge si on a un élément nouveau à faire valoir et dont on peut rapporter la preuve. Et donc on va se retrouver de fait avec une résidence alternée qui est mise en place dans ces conditions-là. L'élément nouveau, il va arriver quelques semaines plus tard. Madame Guillou va m'appeler en me disant « Il s'est passé un truc ». À savoir que le moment où j'ai dû remettre notre enfant à monsieur Mailleux, on s'est donné rendez-vous à la station-service qui se trouve tout au bout de l'avenue du Général de Gaulle à Thonon-les-Bains. Il est arrivé en voiture avec un ami. J'ai commencé à mettre Léa dans la voiture de monsieur Mailleux. Je me suis rendu compte qu'il était complètement alcoolisé. Donc j'ai repris la petite pour la mettre dans ma voiture et je suis parti. Et là, il a sauté sur le capot de la voiture et un peu comme dans un film américain, il s'est accroché aux essuie-glaces et au haut du capot
Elle m'a dit, il y a un énorme rond-point à cet endroit-là, au bout de l'avenue du Général de Gaulle. J'ai fait le tour du rond-point avec Monsieur Mailleux sur le capot. Donc c'est effrayant comme situation. J'ai mis un grand coup de frein, il est tombé, je suis parti. Donc je me suis dit, là on a notre élément nouveau. Après cet épisode, Maître Interman lance une procédure pour que sa cliente obtienne la garde exclusive de Léa. Et il obtient gain de cause. Le juge des affaires familiales confie la garde de l'enfant à sa mère. C'est un huissier qui vient frapper à la porte de Cédric Mailleux pour lui notifier cette décision de justice. Et c'est ça qui provoque son passage à l'acte. Il se trouve que, par un hasard malencontreux, aujourd'hui, je m'en mords encore les doigts, mais l'assignation va arriver chez Monsieur Mailleux à son domicile, l'huissier va se présenter, ne pas le trouver, va lui laisser dans sa boîte aux lettres l'assignation en question, et c'est le week-end où il a la petite. Et c'est en recevant cette assignation que Monsieur Mailleux va décider de tuer la petite. On ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Dans mon boulot, quand il vous arrive un truc comme ça, je peux vous dire, ça vous prenez un coup. Et putain, c'est de ma faute. Et la petite a été là. Donc non, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Et puis, mais je vous dis, jamais elle m'en a voulu pour ça. Parce que moi, je lui ai dit, vous savez, elle m'a dit où je m'en veux avec ça. Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, si j'avais pas envoyé ce truc-là à ce moment-là, vous ne pouviez pas imaginer. Il dit, moi, je pouvais pas imaginer. Donc, je peux pas vous en vouloir de pas avoir imaginé un truc que moi-même, j'imaginais pas. Deux jours après le meurtre de Léa, sa maman, Blandine Guillot, reçoit un courrier de Cédric Mailleux. Il est en cavale et il prend un plaisir sadique à la faire souffrir. Salut Blandine, t'as voulu une nouvelle vie? Maintenant tu peux la refaire sans Léa. Ça doit être dur de se lever le matin en se disant que par ta faute, tu as perdu ce que tu aimes le plus au monde. Je ne te souhaite pas une bonne fête des mères, puisque tu ne l'es plus. Je suis très heureux de voir que tous les jours, tu vas pleurer la mort de ta fille. Tu m'as forcé à faire ça. J'espère que cette année, tu vas bien souffrir avec la mort de ta fille, et bientôt celle de ton père. Champagne! J'ai bien dit à Léa que tu ne l'aimais pas. Je regrette rien. Content de t'avoir fait vivre l'enfer. Signé Cédric. C'est absolument effroyable. Parce que dire dans une lettre, avant de tuer Léa, je lui ai dit que tu ne l'aimais pas, c'est ce qu'il a écrit. C'est une torture pour Madame Guillot. Elle adorait sa fille, elle s'en occupait jour et nuit, et de se dire que les derniers mots peut-être que Léa a entendus ont été ceux-là, pour elle c'est forcément quelque chose d'atroce. Alors ça a un effet dévastateur psychologiquement. Je veux dire, toute personne, un tant soit peu humaine, qui lit ça, ça glace le sang. J'ai immédiatement en tête la chanson de Johnny Hallyday avec Ouyen pour un fou. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Jean-François Julien, avocat de Cédric Mailleux. Parce que c'est ça. Tu veux me l'enlever, je la tue, comme ça elle est à moi, et puis toi tu l'auras plus. Tu vois ce que tu ressens, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui écrit grosso modo d'ailleurs. Et c'est exactement comme ça qu'il l'a vécu. C'est la lettre de quelqu'un qui souffre atrocement. C'est pas lui qui se tue, il va essayer de se suicider, mais est-ce qu'il le voulait vraiment, j'en sais rien en fait. Non, c'est vraiment le courrier de quelqu'un qui souffre et qui veut faire mal à la maman, pour lui dire, tu vois, vu le mal que tu me fais, je te fais encore plus mal. Sauf qu'au milieu, le mal, il est fait par une petite fille qui meurt. On sent bien que le sujet n'a aucun remords ni culpabilité. Patrick Blacher, expert psychiatre. Il va même dire que ça le fait rire. Il écrit HII 3 points, en disant que finalement, il a fait tout ce qu'il pouvait pour atteindre cette femme qui rend responsable de ses malheurs. Et il va jusqu'à dire qu'elle ne pourra plus jamais avoir de cadeau pour la fête des mères. C'est à l'époque de la fête des mères que le drame s'est produit. On peut imaginer quand même que la personne qui reçoit cette lettre souffre effectivement. Donc de ce côté-là, il a sûrement atteint son but. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où il reconnaît les faits, et il reconnaît que ces faits avaient pour but d'atteindre la mère
et non pas uniquement l'enfant. Il est habituel que nous voyons des enfants dans le domaine des violences conjugales, mais qui sont des victimes collatérales. Donc, on voit des pères qui ont tué leur épouse et qui vont aussi tuer leurs enfants. Et là, dans cette affaire particulière, c'est l'enfant qui a été utilisé comme objet pour atteindre sur le plan psychique la mère. Donc c'est quelque chose qui est très particulier. J'ai fait beaucoup d'expertises dans ma carrière, c'est la première fois où je rencontre cette manipulation, on pourrait peut-être dire perversité, d'aller s'en prendre à un enfant, son enfant, pour atteindre la mère. Code B7, expertise psychiatrique de Patrick Blacher. L'impulsivité est majeure. Cédric Mahieu a été capable d'utiliser sa fille comme un simple objet de vengeance. Lorsqu'il est sous l'emprise de la colère, les capacités d'empathie du sujet sont très réduites. C'est quelqu'un qui manque vraiment de confiance en lui, qui a un profond sentiment de vide qui l'habite et qui a une personnalité extrêmement fragile. C'est-à-dire que lorsqu'il est en couple, il se sert de l'autre comme d'une charpente. C'est ce qu'on appelle les personnalités borderline, ou état limite, et l'autre va lui servir de structure. Et à partir du moment où l'autre va être défaillant, ce qui va se passer juste avant le drame, quand il y a cette rupture, et en plus l'abandon programmé par la justice de la fille, là il ne le supporte pas, et donc comme toute charpente qui s'effondre, la structure s'effondre aussi. C'est-à-dire qu'il va s'écrouler quand il se sent abandonné. Donc, ce qu'il faut retenir de ses relations avec les femmes, c'est qu'il a une relation extrêmement importante. Est-ce que c'est de l'amour? J'en sais rien, en tout cas qui est passionnelle et massive, en mettant ses partenaires sur un piédestal pour les faire tomber immédiatement en cas d'abandon. Chez lui, c'est on-off, c'est jamais l'eau tiède. En tout cas, moi j'ai affaire, lorsque je rencontre un homme qui a le profil type des hommes violents, psychiquement ou physiquement, avec cette personnalité qui est sensible aux abandons, mais aussi qui est très impulsive. Alors ça peut être un changement de travail du jour au lendemain, ça peut être une tentative de suicide, mais ça peut être aussi un manque de gestion de la colère, une impulsivité qui peut se marquer dans d'autres domaines que la vie de couple. Mais en tout cas, je pense que les faits sont quand même bien de l'ordre de la violence conjugale, puisque à travers la mort de sa fille, et là il l'a écrit, c'est la mère qui voulait atteindre. Et que même quand je le vois, il met toujours la mère comme en partie responsable de la mort de sa fille. C'est quand même un paradoxe. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la haine, de la violence et de la colère envers cette femme qui est associée au fait qu'il va commettre. Retrouvez Christophe Andelat pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme. L'Empathie 2, un polar d'Antoine Renan. La traque est lancée. Serflex, violeur en série, a ressurgi de l'ombre. Son mode opératoire, prévenir ses futures victimes par des lettres angoissantes. Imprévisible, il peut frapper à tout moment. Dans 1 mois, 1 an, 10 ans? La menace plane, personne n'est à l'abri. Les enquêteurs doivent agir avant que la folie ne l'emporte. L'Empathie 2, d'Antoine Renan est disponible aux éditions Pocket. Andelat raconte Code B, la suite de votre épisode. Il vit dans un contexte un peu particulier. Il est élevé avec une maman qui est témoin de Jéhovah. Jean-François Julien, avocat de Cédric Mahieu. Un papa qui est absent parce qu'il travaille beaucoup, il est boulanger, il est jamais là, hein. On le voit pas, il n'a pas de rapport réel avec son père. Mais il a de bons rapports a priori avec sa mère, mais il n'a pas du tout de rapport avec son père. C'est une fratrie de 6 et la maman a beaucoup de mal. À tel point qu'à un moment donné, d'ailleurs, elle va faire une dépression et ils vont être placés pendant quelques temps en famille d'accueil. C'est une famille qui est élevée dans la restriction, donc c'est pas de cadeaux, on fête pas Noël, on fête pas les anniversaires. En plus, ils sont un petit peu démunis, donc je crois qu'ils partent une fois en vacances avec le Secours Pop. Voilà, c'est une famille qui vit dans la pauvreté, qui vit pas bien, avec une maman dépressive, une sœur qui est également dépressive. C'est pas un environnement très favorable au développement de Cédric.
Mais si vous arrivez à l'école, le point d'intérêt des garçons à cette époque, c'est le foot, c'est qu'est-ce que tu as eu, voilà les cadeaux, on t'a offert la PlayStation ou je ne sais pas quoi. Lui, tout ça, il a rien. Quand vous arrivez le lendemain de Noël en disant alors qu'est-ce qu'il y a eu à Noël? Bon, rien. Oh, c'est ton anniversaire alors, tes parents qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, rien. Ah, t'as vu, c'était le match de foot hier. Ah bon? Ah, vous avez pas de lien social. Il raconte une histoire familiale relativement banale auprès d'un couple apparemment uni avec une fratrie qui est effectivement à l'air unie. Patrick Blacher, expert psychiatre. On peut, à l'analyse de sa personnalité, douter de cette nature non traumatique de l'enfance, mais en tout cas, lui n'en parle pas. Il ne fait état que d'une seule agression dont il aurait été victime quand il est adulte, donc ça n'a pas pu influencer sur sa personnalité. Néanmoins, chez ce genre de sujet, la personnalité aussi fragile, on cherche toujours des personnalités qui ont été marquées par des traumatismes, par des abandons, ne serait-ce qu'une hospitalisation de plusieurs mois ou une absence de la mère ou du père, et on ne retrouve rien, ni dans les pièces du dossier, ni dans les dires du sujet. Donc, ça reste une énigme. En tout cas, lui dit qu'elle a une famille banale, aimante, et il n'y a aucune raison qu'on ne croit pas. Code B9. Enquête de personnalité d'Harmonie Costatia. Si Cédric Mailleux ne critique en rien l'éducation très stricte des préceptes des témoins de Jéhovah, elle ne semble pas être complètement extérieure à certains de ses comportements, ayant peut-être provoqué en lui un sentiment de frustration qu'il viendra compenser à l'âge adulte. Au niveau de ses études, il raconte d'importantes difficultés que l'on peut d'ailleurs mettre en évidence quand on l'évalue sous forme de test. Donc il est capable de faire une opération, une soustraction, une division. Il n'est pas débile pour parler clairement, il n'est pas déficient intellectuel, mais il reste fruste. Il a du mal à s'exprimer, il a un vocabulaire qui est assez limité dans sa richesse. Il a quand même été capable de s'insérer dans le milieu professionnel. Il aurait eu un CAP de cuisine, je n'ai pas été vérifié, mais c'est ce qu'il dit. Et par contre, il a été capable, à plusieurs reprises, et le curriculum vitae l'établit, de travailler en milieu ordinaire, y compris à l'étranger, sur Suisse, sans rencontrer trop de difficultés, en tout cas sans être licencié pour incompétence professionnelle. Code P12. Expertise psychologique de Valérie Fournier. Cédric Mailleux débute sa vie amoureuse à 18 ans par la rencontre d'une première femme 2 ans plus âgée que lui. Le couple emménage ensemble rapidement. Elle va être enceinte. Lorsqu'il va chez sa mère pour annoncer qu'elle est enceinte, il va trouver sa sœur qui venait de prendre des cachets pour faire ITS. Derrière, sa compagne fait une fausse couche. Elle va perdre tout le sang, c'est lui qui va tout nettoyer et elle dira moi, il a tout nettoyé, il a fait en sorte que tout ça disparaisse, et moi ça m'a permis de bien le vivre, mais lui je m'aperçois aujourd'hui qu'il n'en a jamais parlé. Il parle pas de sa douleur. Il a ça en lui, c'est terrible, et il se renferme, et c'est là où petit à petit il va commencer un petit peu à partir dans les addictions. Code B9. Enquête de personnalité d'Harmonie Costatia. 1 an après sa fausse couche, la compagne de Monsieur Mailleux tombe enceinte à nouveau. Elle décrit Monsieur Mailleux comme étant très inquiet durant toute la grossesse. Il a peur qu'elle perde l'enfant de nouveau, et il confie que même après la naissance, il a constamment eu peur pour sa fille. Cédric Mailleux a 25 ans quand il tombe fou amoureux de Blandine Guillot, qui est beaucoup plus jeune. Elle a 17 ans. Il quitte tout pour elle. Et très vite, il veut un enfant. C'est son deuxième amour. Ils ont mis plusieurs années à avoir cet enfant. Ils ont dû recourir à une FIV. Et il va dire de manière assez étonnante, c'est de ma faute, j'ai pas assez de spermatozoïdes. C'est de ma faute. Pas de faute. Je veux dire, si vous avez pas assez de spermatozoïdes, vous en avez pas assez. C'est pas une faute. C'est comme ça. C'est de ma faute. Et il va ressombrer. Il va tenter à plusieurs reprises de faire des sevrages alcooliques, etc. Il n'y arrivera jamais, 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 jamais. C'est terrible. C'est une vie pleine de chaos. Et toujours avec cette peur morbide de voir son enfant mourir. C'est lui qui a exigé que sa fille reste dans la chambre conjugale et dans le lit pour vérifier toute la nuit si elle vit. Code B9. Enquête de personnalité d'Harmonie Costatia. Durant la grossesse de Blandine Guillot, Cédric Mailleux est très vigilant. Il impose à Blandine d'arrêter de travailler. Léa naît le 5 juillet 2012 et le couple se marie dans les mois qui suivent. Par la suite,
Cédric Mahieu a développé un comportement dépressif et excessif dans ses consommations d'alcool et son addiction au jeu. Je pense pas qu'il y ait un événement majeur qui soit à l'origine. Je pense que c'est une accumulation petit à petit. C'est un système de vie qui a été mis en place qui ne lui correspondait pas. Et d'un seul coup, il rencontre sa première femme, bouffée d'air. On respire. Je vais savoir ce que c'est qu'une femme. Je vais savoir ce que c'est que de faire l'amour. Je vais savoir ce que c'est que de sortir avec les copains. Je vais savoir ce que c'est que de faire la fête, etc. Et cette fête que j'ai jamais eue, cet amour que j'ai jamais eu, tout ce que j'ai jamais eu, d'un seul coup, je l'ai là. Puis quelque part, vous exaltez. C'est trop, vous avez trop d'oxygène d'un seul coup, et puis vous dites, ah ben je m'amuse, donc ah ben tiens, prends un peu essaye de goûter ça, goûte ça, bois ça, etc. Et petit à petit, c'est-à-dire qu'il passe à 180 degrés d'une vie qui est d'une austérité monacale à une vie qui est une vie de débauche, quasiment. Et quand vous avez une personnalité émotionnellement labile, vous êtes essentiellement marqué par une tendance à l'impulsivité, avec une vulnérabilité aux abandons, une tentative désespérée de retrouver tout ce qui vous manque, souvent un sentiment de vide, une vulnérabilité aux conduites addictives, c'est-à-dire que la personne borderline, c'est quelqu'un qui est en déséquilibre. Donc pour tenir en équilibre, il faut qu'il s'appuie sur une béquille, ça peut être l'autre, ou au contraire, comme il est en déséquilibre, il faut qu'il aille très vite. Et parfois, ça peut être aussi l'alcool qui lui sert aussi de deuxième béquille. Donc on est là dans une personnalité qui apparemment apparaît comme normal, mais qui est extrêmement fragile, mais on s'en rend compte que dans les périodes où justement il y a une déstabilisation, soit par des effondrements dépressifs, soit par des conduites à risque, soit par des tentatives de suicide, soit par ces réactions abandonniques, comme ça a été le cas pour M. Mahieu. Mais chez lui, il y a quand même une dimension un peu particulière, cette dimension jouissance de la souffrance qui pourrait faire penser à un autre type de personnalité qu'on appelle narcissique, c'est-à-dire où la personne n'a aucune empathie pour les autres. En mai 2019, 3 ans après le meurtre de sa fille, Cédric Mahieu comparaît devant la cour d'assises d'Annecy. Il a 40 ans. Faites entrer l'accusé. Il y a beaucoup de monde dans la salle d'audience. Jean-François Julien, avocat de Cédric Mahieu. Il vient pour prendre sa peine. Il vient pour être jugé, il vient pas pour chercher des excuses, il en cherche pas, il en a pas. Alors, de ce que je vois, parce que la cour d'assises de Haute-Savoie est configurée de telle manière qu'on a notre client dans le dos, donc on voit pas vraiment ce qui se passe. Moi, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il avait souvent les yeux sur Blandine. C'était une obsession, accrocher son regard. C'est un individu, entre guillemets, qui prend pas la lumière, qui prend pas la place. Maître Luc Interman, avocat de Blandine Guillot. Il y a parfois à la cour d'assises des gens qui parlent haut, qui interrompent le président. Mahieu, il est maladroit dans son expression orale, mais je le trouve assez insignifiant en fait. C'est un type, sans relief, il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'aspérité, c'est quelqu'un de lisse en fait. Il n'y a pas d'émotion. Chez ces gens-là, on ne montre pas ses émotions. Il faut se rappeler que quoi qu'il en soit, il reste marqué par son éducation de témoin de Jéhovah. On ne montre pas ses émotions, on ne montre pas sa douleur, on ne montre rien. C'est pas bien. Je vais pas montrer que je souffre. Mais pas parce que je veux montrer plus fort et que je suis hautain, non, c'est que ça ne se montre pas. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il est modelé. C'est ce fond d'éducation qui est martelé pendant des années, il est là. Mesdames et messieurs, la cour. Quand on entre dans la salle, l'accusé est à gauche, il y a une 15-20 mètres qui les séparent. Donc c'est la première fois où Madame Guillou va revoir Monsieur Mahieu le jour de son procès. Donc forcément, il y a des interrogations. On a envie d'essayer de comprendre un truc qu'on comprendra au final jamais. Mais c'est surtout ça, en fait, de comprendre comment cet homme que malgré tout elle a aimé, qui est le père de son enfant, a pu commettre cet acte-là. Ça reste un mystère. Donc voilà, elle, c'est un désir de compréhension d'un acte incompréhensible. C'est un sentiment double. D'un côté, il y a la peur de le revoir, effectivement, de croiser son regard, et en même temps, il y a la volonté de le faire. La volonté de dire, t'as voulu me faire du mal, mais je suis encore debout, en fait.
Tu m'as privé de Léa, mais moi je suis pas morte, et je continuerai à vivre. Quelque part, pour elle, c'est une façon de lui dire, t'as échoué en fait. Tu m'as pris Léa, mais t'as échoué. Quand elle arrive, elle est d'une dignité absolue. C'est incroyable. Elle vient, on s'attend à ce qu'elle soit revendicatrice, etc. Pas du tout. Elle est d'une dignité qui est remarquable. Vraiment. Jamais dans l'excès, rien. Et elle se tourne vers lui et elle lui dit, est-ce que tu veux que je pleure? Et lui se lève tout de suite. Non, non. Et là, vous avez un moment qui est suspendu, où ils se regardent tous les deux. Moi, je suis en plein milieu, assis. Et les énergies se percutent et on se dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire à cette jeune femme? Surtout, pas de question. Pas de question. Laissons-les à leur peine à tous les deux, parce que c'était terrible. C'est un moment, un rare moment d'assise, c'est un des rares moments pour lesquels on comprend pourquoi on fait ce métier. Ce qui me semblait important quand on voit M. Mahieu, c'est de dire aux magistrats et aux jurés, il n'était pas fou, mais il n'était pas complètement normal. Patrick Blacher, expert psychiatre. Alors, abolition, sûrement pas. Dans la mesure où le sujet que je vois, il n'était pas psychotique, il n'était pas dissocié. Donc, il était capable encore de distinguer le bien du mal, et après avoir apprécié cette distinction, d'avoir un comportement plus ou moins adapté. Sur ce, il faut quand même reconnaître, et ça c'est des éléments objectifs du dossier médical qui l'attestent, c'est que dans les semaines et les mois qui ont précédé les faits, il avait une vulnérabilité dépressive, et de fait, il avait du mal à maîtriser son jugement par rapport à cet affect dépressif. Donc on peut retenir que sa personnalité altère très légèrement, dans ce contexte de dépression, son discernement et le contrôle de ses actes. Il est responsable, il le sait, mais il cherche pas de toute façon. Moi, il m'a pas demandé à un moment donné, est-ce que je pensais que je peux avoir 20 ans, 15 ans? Non, 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 non. Il vient pour pas en perpétuité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Moi, j'ai pas d'attente particulière de ce procès. J'ai beaucoup d'émotions. Parce que, entre-temps, le père de Blandine Guillou est décédé. Et donc, moi, je vous avoue que quand j'ai commencé à plaider ce dossier-là, j'avais des sanglots dans la voix. J'ai eu du mal à lancer les premières phrases. Parce que je repensais à Christian Guillou, qui n'a jamais su que M. Mahieu avait été interpellé. Et je lui avais dit, je me souviens, le jour de l'enterrement de Léa, j'avais dit, t'inquiète pas, Christian, je le lâcherai pas, M. Mahieu, on finira par le retrouver. Cédric Mahieu est condamné à 30 ans de prison. Il ne fait pas appel. 2 ans plus tard, il meurt en prison d'une embolie pulmonaire. Ainsi se termine ce numéro dont de la raconte dans sa version Côte B. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête de Marion Douzet. Réalisation Guillaume Vassaux. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.